Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Annette Minika, je suis journaliste de terrain à Choc FM. Choc FM, c'est une radio franco-communautaire ici à Toronto. Et merci à toutes les personnes ici présentes dans la salle, ainsi qu'aux personnes qui sont actuellement connectées en ligne. Merci d'assister à cet événement unique et essentiel qui vise à mieux faire connaître le rôle essentiel de deux commissaires de la législature, donc la commissaire de l'information et la protection de la vie privée et le commissaire au service en français, qui sont ici présents avec nous ce matin. Donc j'aimerais commencer notre session en reconnaissant le territoire traditionnel sur lequel nous avons le privilège de vivre et de travailler. Toronto est couvert par le traité 13, signé avec les Mississauga du Crédit, et par les traités Williams, signés avec plusieurs bandes de Mississauga et de Chippewa. La terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinabek, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Chacune de ces communautés se distingue par sa culture, sa langue, son histoire, toutes bien antérieures à la création de la province de l'Ontario. Nous croyons en l'importance de la reconnaissance des terres comme moyen de reconnaître, de respecter et d'honorer ce territoire, les traités, les premiers occupants, leurs ancêtres et le lien historique qu'ils et elles entretiennent toujours avec ce territoire. Merci beaucoup. Donc ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous deux commissaires qui œuvrent chacun dans leur bureau respectif pour défendre vos droits, les Ontariennes et les Ontariens. Nous avons ici présent Patricia Cossem. Vous pouvez l'applaudir. Et à ses côtés, nous avons le commissaire Carl Bouchard. Donc, avant de présenter les deux commissaires, je fais juste un rappel qu'il y aura une période de questions juste à la fin de la séance, à la fin du panel de discussion. Et nous aimerions également vous demander de poser des questions. Ça, c'est très important, d'ordre général. Toutes les questions particulières et personnelles, vous pourrez contacter à la fin de la séance. Nous allons mettre là sur l'écran, nous allons mettre les contacts des deux commissaires que vous pourrez contacter à l'issue de la séance. Mais pendant la série de questions-réponses, nous aimerions que vos réponses et vos questions, plutôt, restent d'ordre général et générique. Merci beaucoup. Et pour ceux et celles qui participent en ligne, veuillez envoyer vos questions par courriel à commercial-ombudsman.on.ca. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans la salle, la manière dont ça va se passer, vous devez lever la main et ensuite un micro va circuler et vous pourrez poser votre question. Merci à l'avance de votre participation. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je souhaite vous présenter la commissaire Patricia Cossem. C'est la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. La commissaire Cossem cumule une vaste expérience dans les secteurs publics, privés et de la santé. Elle est juriste de formation et elle a défendu des causes importantes devant les tribunaux, conseillé divers gouvernements, dirigé des recherches et développé des politiques à l'échelle nationale et internationale. Elle entame actuellement son second mandat en tant que commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Je veux demander de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors à présent, je vais présenter le commissaire Carl Bouchard, le commissaire au service en français de l'Ontario. Carl Bouchard, quant à lui, a commencé sa carrière comme journaliste, puis a rejoint le ministère des Affaires francophones, où il a élaboré des politiques publiques et a assuré la défense des droits linguistiques des francophones. Il a rejoint le bureau de l'Ombudsman de l'Ontario en février 2020. Il a été nommé commissaire au service en français en décembre 2023.
après avoir eu préalablement exercé cette fonction par intérim pendant 9 mois. Je vais vous demander de l'applaudir également. Merci beaucoup. Alors à présent, j'aimerais passer la parole aux deux commissaires, commissaire Patricia Cossem et M. Carl Bouchard. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui, avec le commissaire Bouchard, pour une matinée d'échange et de dialogue avec la communauté franco-ontarienne. C'est une excellente occasion de vous parler de nos bureaux, de vous expliquer comment nos services peuvent aider dans votre quotidien et surtout, d'entendre vos préoccupations et de répondre à vos questions. Mais avant de commencer, nous avons l'immense privilège d'accueillir une invitée exceptionnelle qui nous rappelle chaque jour la chance que nous avons d'avoir une histoire et un patrimoine francophone aussi riche en Ontario. Vous savez, je me suis préparé quelques notes. Je ne suis pas toujours le meilleur pour les suivre, mais je vais faire un effort. Ça vaut la peine parce qu'on est ravis d'accueillir l'honorable Édith Dumont, qui est lieutenant-gouverneur de l'Ontario, qui a pris le temps, dans son horaire très chargé, d'être avec nous ce matin. Comme vous le savez sûrement, son honneur, Édith Dumont, est la première francophone de l'histoire de l'Ontario à occuper cette fonction. Elle est bien plus qu'une représentante officielle. Elle est une éducatrice passionnée, une ambassadrice de la francophonie. Elle est profondément engagée en faveur de l'inclusion et des communautés. Elle a connu un cheminement de carrière remarquable, que ce soit dans son œuvre humanitaire internationale, dans sa carrière de 32 ans au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario ou encore au poste de direction qu'elle a occupé à l'Université de l'Ontario français. Son honneur incarne les valeurs de service, de respect, de collaboration et d'inclusion. C'est donc un grand privilège de recevoir son honneur aujourd'hui pour procéder à l'ouverture officielle de notre événement. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement l'honorable Édith Dumont, lieutenant-gouverneur de l'Ontario. Un horaire chargé, j'en conviens, tout comme le vôtre, et vous en conviendrez davantage l'importance d'avoir des rencontres comme celle-ci ce matin. Alors, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous. Madame la commissaire Cossem, Monsieur le commissaire Bouchard, très distingués invités qui, vous aussi, avez fait du temps dans votre horaire chargé, chers collègues. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin au Collège Boréal. C'est absolument magnifique, c'est beau comme collège. Bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous accompagnent en ligne pour ce moment d'échange. On dit souvent que les meilleures rencontres sont celles qui nous éclairent et nous inspirent. Alors, je crois que celle d'aujourd'hui va se vivre dans cet état d'esprit, tout simplement parce que le sujet qui nous rassemble est fondamental, voire vital, c'est-à-dire le droit d'accéder à l'information, de comprendre ce qui nous concerne et de recevoir des services publics dans la langue officielle de notre choix. Qui en Ontario, dans mon cas un peu plus à Ottawa, n'a jamais entendu cette phrase? Un instant, s'il vous plaît, je vais trouver quelqu'un qui parle français. C'est parfois suivi au téléphone d'une musique d'ascenseur qui peut durer longtemps ou parfois de regards impatients quand on fait la ligne au comptoir. On en rit parfois avec légèreté. Dans mon cas,
on se résigne et on se dit même, voilà une opportunité pour moi de pratiquer mon anglais. Derrière cette réalité bien connue se cache un malaise, je crois, qu'il faut aborder avec une certaine conviction et du courage aussi. Et je dirais parfois, nous avons une responsabilité collective et personnelle qui n'est pas tout à fait assumée. M'abstenir de parler français, peu importe les raisons, pour exprimer un besoin, pour mieux comprendre, ne renforce en rien la valeur inestimable du bilinguisme au Canada et la rigueur de nos institutions publiques à mieux nous servir. Aussi, si parce que l'on ne comprend pas l'information ou qu'on a plus de mal à accéder à un service parce que notre langue maternelle est le français, ce n'est pas un mince détail. En fait, ces réalités creusent des inégalités, freinent la participation citoyenne parfois et ébranlent la confiance envers nos institutions et services publics. C'est la raison pour laquelle notre participation active est importante. C'est la raison pour laquelle le rôle des commissaires est si important. Nos commissaires veillent inlassablement à ce que ces institutions ne deviennent, ou ces situations, je souhaiterais dire, ne deviennent jamais la norme. Le commissaire aux services en français et la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, chacun dans leur mandat, protègent des droits fondamentaux. Leurs équipes soutiennent à la fois le public et les institutions. En répondant aux questions, en examinant les pratiques et en partageant leurs expertises et en rappelant chaque jour, haut et fort, qu'un service public accessible, transparent et responsable n'est pas une exception, c'est une exigence en Ontario. Derrière ce travail, il y a des résultats bien réels et des gestes concrets qui font progresser l'accessibilité, l'inclusion et conséquemment la confiance du public. Je pense à des garderies francophones protégées, des plaques historiques corrigées, un examen de conduite offert en français, des informations critiques accessibles en temps réel pour les francophones, des données personnelles mieux encadrées, des recommandations proactives et bienveillantes soumises à diverses instances gouvernementales. Modeste et grande avancée, toutes ces actions améliorent le quotidien, renforcent la confiance du public et reflètent les valeurs d'un service public centré sur les besoins et les droits de ses citoyennes et citoyens. Et ce matin, vous avez l'occasion d'en apprendre davantage sur ces droits, les outils qui les protègent et les ressources à votre disposition. Alors, au-delà des structures légales, il y a un espace pour faire entendre votre voix, partager vos idées, vous sentir respecté et participer pleinement à la vie collective dans la langue officielle de votre choix. Et je la rappelle, dans cet espace, une responsabilité citoyenne nous incombe, celle de s'exprimer en français. Être ici ce matin est une manière concrète de faire vivre les valeurs qui sont chères à l'Ontario. L'équité, l'amélioration continue de services publics, à l'écoute et dans l'action dans les 2 langues officielles. Ces principes sont au cœur même d'une démocratie saine, vibrante et inclusive. Une démocratie où chacune et chacun peut comprendre, agir, poser des questions et prendre part aux solutions. Alors, à titre de représentante de la Couronne en Ontario, je salue l'engagement de toutes les personnes qui, comme vous, œuvrent à bâtir une communauté, une société plus juste et plus accueillante. Mes remerciements les plus sincères au commissaire Patricia Cossem et au commissaire Carl Bouchard et leurs équipes respectives pour leur écoute active et leur engagement envers les droits des Ontariennes et des Ontariens
qui s'expriment en français. Merci de tout cœur pour ce que vous faites. Je vous souhaite à toutes et à tous une matinée des plus enrichissantes, que votre conversation soit créative et pousse plus loin les solutions et les résolutions. Alors, merci, miigwech. Merci, Votre Honneur, pour ces beaux mots inspirants. Merci beaucoup. Alors, à présent, nous allons tendre le micro aux deux commissaires ici présents, à Mme Patricia Cossem et à M. Carl Bouchard, qui vont respectivement présenter leur bureau et la manière dont ils soutiennent les Ontariennes et les Ontariens. Donc, je vais passer la parole à la commissaire Patricia Cossem, qui va présenter son bureau, et ensuite M. Carl Bouchard, qui présentera le sien. Merci beaucoup. Rebonjour à tous et un énorme merci pour ces paroles d'ouverture de Votre Honneur qui nous a donné un tremplin magnifique pour cette journée. C'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie aujourd'hui pour vous parler de mon bureau et de notre travail en vue de défendre les droits des Ontariens et des Ontariennes en matière d'accès à l'information et la protection de la vie privée. Je tiens à remercier le personnel des communications de nos deux bureaux qui ont collaboré à l'organisation de cet événement qui nous réunit aujourd'hui afin d'aller rejoindre la communauté francophone de l'Ontario. J'aimerais remercier également nos champions et nos championnes du bilinguisme du CIPVP qui organise des activités pour nos employés afin de promouvoir la culture et la langue française au sein de notre bureau. Alors, je vais vous parler d'abord de mon bureau, de notre mandat et de notre vision, pour ensuite enchaîner avec quelques exemples d'activités qui ont un impact concret dans le quotidien des Ontariennes et des Ontariens. Le Bureau du commissaire à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario, le CIPVP, a été fondé il y a 40 ans et il est chargé de surveiller l'application des lois ontariennes portant sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Essentiellement, ces lois confèrent au public le droit d'avoir accès aux renseignements généraux que détient le gouvernement, ainsi qu'à leurs propres renseignements personnels. Ces lois établissent aussi des règles pour assurer la confidentialité des renseignements personnels et leur sécurité en ce qui concerne les institutions publiques. Et je peux vous assurer que ces lois revêtent plus d'importance que jamais. À notre ère numérique, la mésinformation et la désinformation peuvent se répandre rapidement en ligne, portant atteinte à la réputation des gens et minant la confiance du public dans le gouvernement, les universités, les centres hospitaliers, les services policiers et d'autres institutions publiques. Il est essentiel d'avoir accès à des renseignements fiables, fondés sur des données probantes, pour endiguer la mésinformation néfaste qui peut nuire à notre économie, affaiblir notre démocratie et creuser davantage des divisions sociales. La transparence du gouvernement et l'accès à l'information sont fondamentaux dans une démocratie saine. Ils donnent à la population des renseignements dont elle a besoin pour participer de façon active et proactive et de façon pertinente au processus démocratique et tenir les gouvernements responsables de leurs actes. D'autre part, le droit à la vie privée est aussi un droit fondamental qui représente un pilier de notre société démocratique en favorisant la liberté d'expression et en protégeant les particuliers
contre les intrusions injustifiées. Il favorise l'autonomie personnelle en permettant aux individus d'exercer un contrôle sur leurs propres renseignements, de faire ainsi des choix éclairés et de vivre en toute liberté et dignité. Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples j'aimerais vous donner un aperçu de certaines lois qui protègent ces droits. La loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique aux institutions provinciales, comme les ministères et les sociétés de la couronne, alors que la loi équivalente au niveau municipal s'applique aux municipalités, aux services de police et aux conseils scolaires. La loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l'Ontario s'applique aux dépositaires de renseignements sur la santé, tels les centres hospitaliers, les pharmacies, les laboratoires, les médecins et tout autre professionnel de la santé. Et il ne faut pas oublier la partie 10 de la loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, qui établit des règles que doivent respecter les sociétés d'aide à l'enfance et d'autres fournisseurs de services à l'enfance et à la famille en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Alors, notre bureau surveille l'application de ces lois en tranchant les appels concernant des demandes d'accès à l'information et en enquêtant sur des plaintes concernant la protection des renseignements personnels. Alors, par exemple, si vous demandez des renseignements à une institution publique, elle vous refuse l'accès à ces renseignements, vous pouvez faire appel à notre bureau pour en appeler de cette décision et nous déciderons si vous avez le droit d'avoir accès. Ou bien, si vous croyez que vos renseignements personnels que détient une institution publique ou un fournisseur de soins de santé, par exemple, ont été ou pourraient avoir été compromis, vous pouvez porter plainte aussi à notre bureau. Pour vous donner une idée de nos activités, en 2024, notre bureau a reçu plus de 3600 appels de décisions en matière d'accès à l'information et de plaintes concernant la protection de la vie privée. Dans la grande majorité de ces cas, au-delà de 88%, nous avons réglé ces différends à l'amiable par règlement anticipé ou par médiation. Et nous avons d'ailleurs d'excellents médiateurs avec nous dans la salle aujourd'hui. Parfois, cependant, il faut procéder à un arbitrage plus formel. Si nous concluons qu'une institution ou un fournisseur de services enfreint à la loi, nous pouvons rendre une ordonnance, une décision et ou des recommandations. Quiconque souhaite déposer un appel ou une plainte auprès de notre bureau peut utiliser nos formules en ligne et vous trouverez dans notre site Web des réponses à des questions fréquentes sur le processus. Le traitement d'appels, de demandes d'accès et de plaintes concernant la protection de la vie privée constitue la principale fonction de notre tribunal administratif. Mais cela ne représente qu'une partie du mandat du CIPVP. Nous donnons aussi conseil au gouvernement sur les lois et les programmes proposés ayant une incidence sur la transparence ou la vie privée. Vous trouvez d'ailleurs sur notre site Web les observations et les recommandations que nous avons présentées au gouvernement sur un large éventail de sujets. Nous fournissons également des observations à des organisations au sujet de leur politique de confidentialité et de leur pratique de gestion de l'information qui pourraient avoir des répercussions importantes sur le droit à la protection de la vie privée. Dans le cadre de notre mandat, nous faisons aussi de la recherche sur des technologies de l'information émergentes et nous renseignons le public au sujet des lois ontariennes sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Et c'est d'ailleurs pourquoi
nous sommes réunis ici aujourd'hui. Afin de livrer notre mandat, notre bureau a établi une vision audacieuse d'un organisme de réglementation moderne et efficace ayant un véritable impact dans un monde concret. Notre mission est de rehausser la confiance des Ontariennes et des Ontariens que leurs droits en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée seront respectés. Et nous faisons cela, premièrement, en défendant activement ces droits, surtout dans des domaines stratégiques, clés, qui ont une incidence dans leur vie quotidienne. En traitant leurs plaintes et leurs demandes d'appel de façon équitable, rapide et pertinente, et en les rassurant de l'excellence organisationnelle du CIPVP et de notre propre imputabilité. Pour réaliser cette vision, nous devons être très stratégiques. Au lieu de réagir à tout ce qui se passe autour de nous, au risque de nous éparpiller, nous devons prévoir et étudier les principaux enjeux de l'heure qui ont une incidence sur la population ontarienne. Surtout dans un environnement numérique en évolution rapide, et nous concentrer sur des domaines où nous pouvons avoir le plus d'impact positif. Jusqu'ici, notre travail a été orienté par 4 priorités stratégiques. La protection de la vie privée et la transparence dans un gouvernement moderne, les enfants et les jeunes dans un monde numérique, la nouvelle génération des forces de l'ordre et la confiance dans la santé numérique. Alors, que signifient ces priorités de façon concrète? Permettez-moi de vous donner juste quelques exemples de nos activités. Dans le cadre de notre travail, nous préconisons de bien encadrer l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle à l'intérieur de balises très claires et concrètes afin que le secteur public de l'Ontario s'en serve de façon responsable et en toute sécurité. En novembre dernier, le gouvernement a adopté la loi 194, qui est une loi visant à renforcer la cybersécurité et la confiance dans le secteur public. Entre autres, cette loi permet au gouvernement d'établir des règles sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par des institutions publiques. Plus précisément, cette nouvelle loi permet l'adoption éventuelle de règlements qui porteront sur la transparence, la reddition de comptes, la gestion des risques, les normes techniques, des mécanismes de surveillance, ainsi que certaines interdictions tout court. L'une de mes principales préoccupations est le fait que toutes ces mesures de protection essentielles, au lieu d'être bien ancrées dans la loi, seront supposément prises ultérieurement par règlement. Mon bureau avait demandé que ces balises solides concernant l'IA soient intégrées dès maintenant dans la loi afin que cette technologie soit utilisée uniquement de façon valide et fiable, sécuritaire, transparente, responsable et respectueuse de la vie privée et des droits de la personne. Nous avons également préconisé une surveillance robuste et indépendante pour assurer le respect de la loi ainsi qu'un mécanisme de plainte prévoyant des recours en cas de problème. Notre soumission est accessible dans notre site Web si vous souhaitez la lire au complet. Malheureusement, nos recommandations n'ont pas été intégrées dans la loi avant son adoption. À l'heure actuelle, on sait trop comment cette loi protégera les renseignements personnels des Ontariennes et des Ontariens face à l'IA, ni comment elle empêchera les utilisations abusives de ces nouvelles technologies. Mais bref, nous comptons collaborer avec le gouvernement pour nous assurer que ces protections essentielles soient à tout le moins établies par voie de règlement que nous espérons seront
adoptée bientôt. Mais être un organisme de réglementation moderne et efficace, c'est non seulement de dénoncer les organisations non conformes à la loi, mais également de les encourager à adopter de bonnes pratiques relatives au renseignement et leur proposer de bons modèles à suivre. Par exemple, c'est au moyen de notre vitrine de la transparence que nous avons encouragé les institutions publiques d'être plus transparents et de publier des données ouvertes. Cette galerie virtuelle 3D met en lumière des projets novateurs qui favorisent la transparence du gouvernement et l'engagement civique en montrant concrètement l'impact positif que les données ouvertes peuvent avoir pour améliorer la vie de la population ontarienne. Je vous invite à visiter cette superbe exposition intitulée « La beauté de la transparence » sur notre site Web. Mon bureau défend aussi depuis longtemps le droit à la vie privée des jeunes à l'ère numérique en demandant au gouvernement de mettre en place des mesures de protection plus strictes. Nous encourageons aussi les écoles à faire leur part en assurant que les enfants soient bien éduqués au sujet des risques en ligne et de la citoyenneté numérique. Nous collaborons avec nos homologues nationaux et internationaux pour réclamer une protection solide du droit à la vie privée des enfants en publiant des déclarations communes et des résolutions. Par exemple, en 2023, notre bureau s'est joint à nos homologues fédéraux, provinciaux et territoriaux pour publier une résolution interpellant nos gouvernements respectifs de mieux protéger et de promouvoir davantage le droit à la vie privée des enfants et des jeunes. Cette résolution souligne aussi la responsabilité des organisations des secteurs publics et privés de privilégier le meilleur intérêt des enfants en ligne. Nous collaborons activement avec le secteur de l'éducation pour protéger et promouvoir le droit à la vie privée des enfants en milieu scolaire. L'an dernier, nous avons créé une charte de la protection de la vie privée numérique pour les écoles ontariennes. Cette charte comprend 12 engagements de haut niveau qui visent à protéger et surtout à autonomiser les enfants dans un monde numérique. Nous invitons les écoles à y souscrire, y compris, bien sûr, les écoles francophones. En tant que parents, pédagogues et organismes de réglementation, nous devons de jouer un rôle proactif pour protéger nos jeunes et leur montrer comment naviguer les risques en ligne et évoluer de façon saine, en toute sécurité, dans un monde numérique. L'an dernier, nous avons été ravis que le ministère de l'Éducation de l'Ontario mette à jour son curriculum pour inclure les compétences en littératie numérique et en citoyenneté en ligne. Mon bureau a appuyé cette mise à jour en publiant des plans de leçons prêts à utiliser en classe, fondés sur notre livret d'activités qui s'appelle « Ta vie privée, c'est à toi ». Cette ressource, très populaire d'ailleurs, il y a plusieurs copies, aide les enseignants et les enseignantes à expliquer aux élèves de la 2e à la 8e année pourquoi la vie privée est si importante et comment la protéger en ligne. Mais ce livret est aussi destiné aux parents pour mieux promouvoir une discussion ouverte à la maison. Mais si nous allons réussir à mieux protéger nos jeunes, il faut commencer surtout en les écoutant. Il faut entendre leurs perspectives, leurs réalités et être à l'affût de leurs préoccupations. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons mis sur pied un conseil consultatif de la jeunesse, composé de 10 jeunes de 15 à 24 ans qui nous font part de leur point de vue afin que notre bureau puisse être encore plus pertinent et plus efficace dans nos efforts à rejoindre les jeunes pour leur parler de leur droit à la vie privée.
Les membres de notre conseil, qui est composé de membres divers, contribuent beaucoup à l'élaboration de nos ressources pour les enfants et les jeunes, dont nos initiatives d'information sur Instagram, ainsi que notre programme des jeunes ambassadeurs. Ce programme vise à outiller les jeunes avec des ressources dont ils ont besoin pour enseigner leurs camarades sur la protection des renseignements personnels. C'est une boîte à outils qui comprend des diapositives PowerPoint, des questions à discuter et des conseils pratiques pour les présentateurs. Une autre priorité de notre bureau qui nous touche à tous, c'est de promouvoir la confiance des Ontariennes et des Ontariens dans notre système de santé qui devient de plus en plus numérique et virtuel. Les renseignements personnels sur la santé sont particulièrement sensibles et les atteintes à la vie privée peuvent avoir des conséquences graves et très néfastes pour des personnes concernées. La divulgation non autorisée de renseignements médicaux sensibles peut les exposer à de l'embarras et à la stigmatisation. Nous avons créé récemment dans notre site Web un portail spécial sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour éduquer les particuliers au sujet de leurs droits dans un système de santé numérique. On y trouve des ressources essentielles sur le droit à la vie privée en matière de santé, la marche à suivre pour accéder à leurs propres dossiers médicaux et comment porter plainte à notre bureau en cas de manquement au niveau de la collecte, de l'utilisation, la divulgation ou la protection des renseignements personnels de la santé. Alors que je m'apprête à entreprendre mon deuxième mandat en tant que commissaire, je compte défendre et promouvoir les droits de tous les Ontariens et les Ontariennes en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée, y compris au sein de la communauté francophone. Il est encore trop tôt pour vous dire quel sera notre plan stratégique pour les 5 prochaines années, mais nous tiendrons des consultations internes ainsi qu'externes afin de déterminer comment modifier notre plan actuel pour nous assurer qu'il reste approprié et pertinent pour les 5 prochaines années. Il ne fait aucun doute que pendant ces 5 ans à venir, nous devrons relever de nouveaux défis, mais de nouvelles possibilités s'offriront à nous également. Le monde change vite, de même que la façon dont nous utilisons et partageons l'information. L'intelligence artificielle et la numérisation croissante de notre quotidien peuvent susciter de l'incertitude quant à l'avenir. Mais en assurant la transparence, l'accès à l'information et en prenant les mesures de protection de la vie privée dont nous avons besoin pour susciter la confiance de la population dans nos institutions publiques, nous pouvons façonner un avenir que nous souhaitons non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Un avenir équitable et inclusif pour tous les Ontariens et les Ontariennes. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Quand même, vous avez aujourd'hui 3 institutions de l'Assemblée législative de l'Ontario qui sont menées par 4 francophones, la lieutenant-gouverneur de l'Ontario, la commissaire à l'information de la vie privée, moi et l'ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé. C'est quand même important, c'est la première fois qu'il y a une commissaire à l'information de la vie privée qui est parfaitement bilingue, qui est francophone et qui est capable de faire ce travail avec vous. Même chose chez la lieutenant-gouverneur également. On fait énormément de progrès en termes de services en français. Je pense que ça vaut une main d'applaudissement. Merci beaucoup. Quand j'ai eu cette invitation-ci de la part de la commissaire à réfléchir à un événement ensemble où on pourrait rencontrer la communauté puis démontrer aussi la collaboration qui existe entre les officiers indépendants de la législature qui jouent un rôle important pour protéger les droits, mais
de façon impartiale et objective, sans influence, et qui se doivent d'aller faire la lumière sur des enjeux qui apportent de la transparence, mais aussi qui montrent la voie vers la bonne gouvernance pour respecter les droits des Ontariennes et des Ontariens dans plusieurs domaines. J'étais super motivé parce que je me suis dit, c'est bien de pouvoir montrer l'étendue de ce qu'on a comme protection en Ontario, la chance qu'on a d'être dans une province, d'être dans un pays où on valorise des institutions comme celle-ci et où on veut protéger les droits pour que les institutions se donnent le pouvoir d'être transparentes et de pouvoir bénéficier d'une perspective externe qui permet d'apporter une stabilité qui va survivre aux élections, aux changements, et qui vont vraiment faire des changements en profondeur dans l'administration à long terme pour que ce qu'on mette de l'avant, ce soit des acquis qu'on ne perde pas. Et ça, en service en français, c'est très important. La loi sur les services en français, elle existe depuis 1986. Elle a été mise en œuvre en 1989. On est en 2025. Et donc, on a beaucoup derrière nous et on a beaucoup devant nous. Le poste de commissaire au service en français a été créé en 2007. Et donc, depuis 2007, on bénéficie d'une protection accrue comme francophone en Ontario pour valoriser nos droits linguistiques, pour interpréter la loi sur les services en français, pour aller se pencher sur des enjeux qui nous touchent de façon personnelle. Et les résolutions qu'on met de l'avant, c'est des résolutions qui font une différence dans votre quotidien, dans le mien. La lieutenant-gouverneure, tout à l'heure, parlait de cet inconfort, de ce malaise-là qui existe lorsqu'on fait face à des situations où les services en français ne nous sont pas offerts activement ou ne sont pas de qualité. C'est là où on intervient comme Bureau d'Ombudsman de l'Ontario. C'est là où l'unité des services en français ou le commissaire aux services en français sont là avec vous pour comprendre pourquoi est-ce qu'une expérience est négative, alors que ça devrait être simple. La loi, elle est là depuis longtemps. On doit faire de l'éducation, on doit faire de l'accompagnement, on doit trouver des façons de créer des espaces sécuritaires où les gens peuvent livrer des expériences négatives auxquelles ils ont fait face, où les gens peuvent démontrer leur intérêt à contribuer positivement à l'avancement de la société ontarienne en français, mais aussi où l'administration publique peut être capable de partager de l'information pour trouver des solutions à ces enjeux-là. Depuis que je suis en poste en février 2020, d'abord comme directeur des opérations, puis maintenant comme commissaire au service en français, on a réglé plus de 2000 cas. C'est des cas où les gens sont venus nous voir pour nous dire « il y a quelque chose ici qui m'a déplu. Il y a quelque chose qui m'a rendu mal à l'aise. » Je suis revenu chez moi, je ne me suis pas senti traité avec dignité, avec respect dans l'exercice de mes droits linguistiques. Et pourtant, j'ai parlé français. Qu'est-ce qui se passe après? Quand on a un goût amer, on ne peut pas nécessairement continuer dans la voie de la francophonie. C'est dommage. C'est comme ça qu'on ouvre la porte vers un manque d'engagement, vers un manque d'intérêt, vers un manque de pertinence. C'est pas ce qu'on veut. La loi, dans son préambule, vise reconnaître et protéger la langue française et le patrimoine linguistique francophone pour les générations à venir. C'est l'engagement de l'Assemblée législative de l'Ontario qui, à l'unanimité, il y a près de 40 ans, a adopté une loi quasi-constitutionnelle en Ontario, qui est une des plus fortes au pays, qui protège des droits de la minorité linguistique. La minorité linguistique en Ontario, ça représente au bas mot 652 000 francophones en vertu de la définition inclusive de francophone du ministère des Affaires francophones. Mais on parle même de jusqu'à 1,5 million de personnes. Pour nous mettre en contexte, il y a à peu près le tiers de la population canadienne qui habite en Ontario et il y a 10 % ou à peu près de cette population-là qui dit être capable de parler français. Il y a une grande partie du bilinguisme canadien qui se bâtit en Ontario, qui se vit en Ontario. Et on est attirant. Entre les derniers recensements, en 5 ans, on a gagné 30 000 nouveaux visages francophones en Ontario
Au moins. Je dis au moins parce qu'on a des gens ici qui parlent très bien français, qui s'identifient peut-être pas comme francophones, mais qui sont tout à fait capables d'œuvrer en français. Ces gens-là, on les accueille évidemment pour offrir d'excellents services en français et je suis heureux d'avoir entendu certaines de ces personnes-là aujourd'hui. Pour moi, ça m'envoie un message positif. Parce que plus on est capable d'aller chercher cette motivation-là et cet intérêt-là vers la francophonie ontarienne, plus on est capable de contribuer positivement au préambule qui veut protéger le patrimoine francophone pour les générations futures. On s'assure qu'il y a des soins de santé en français, l'accès à la justice en français, des services sociaux communautaires en français. Et moi, où je suis assis, je suis optimiste. Mais évidemment, j'entends des histoires qui sont parfois difficiles à écouter. Pas seulement moi, mon équipe en entier. Il y en a qui sont ici aujourd'hui. Toyi, Anne, Anne-Sophie, on est bien entourés. Toufik, Yves-Étienne, des gens qui travaillent au quotidien pour écouter vos cas, trouver des solutions, travailler vers une résolution qui va me satisfaire, que les services en français rencontrent les attentes de la loi, mais surtout offrent une expérience positive pour les francophones qui suivront. Parce que des fois, on n'est pas toujours capable de traiter une situation au moment où elle arrive. C'est malheureux, mais on essaie de la réparer pour ceux et celles qui vont suivre. Je donne des exemples. Il y a 2 étudiantes qui nous ont contactés l'année dernière. Elles voulaient avoir accès au régime d'aide financière de l'Ontario. Elles étaient dans un collège anglophone. Les 2 étudiantes étaient plus à l'aise en français pour ce qui a trait à des questions financières. Voulaient remplir leur demande en français. Elles se sont fait refuser par le collège cette possibilité-là. Elles sont venues nous voir pour nous partager ces informations-là et pour nous dire est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour m'aider? On a regardé le cas. On s'est rendu compte que oui. On s'est rendu compte que la loi sur les services en français couvrait ce qu'on appelle gentiment comme acronyme le RAFEO, qui était un service du ministère des Collèges et Universités. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que le ministère lui-même a revu l'ensemble de sa politique, a réentraîné l'ensemble des institutions postsecondaires en Ontario pour que des services en français soient offerts activement à la grandeur de la province. L'histoire de ces 2 étudiantes-là a fait un changement pour des milliers de francophones à travers la province en partenariat avec notre intervention. C'est grand ce qu'on est capable d'accomplir ensemble. La famille d'une dame mourante dans un hôpital désigné en Ontario qui nous a contactés. À la fin de sa vie, cette dame-là s'est fait refuser des services en français au moment où elle en avait le plus besoin. Puis sa famille nous a contactés et malheureusement, il était trop tard pour cette personne-là. On a travaillé avec l'institution qui a revu non seulement ses pratiques et ses procédures internes, mais son fonctionnement à l'intérieur de l'institution en entier pour s'assurer d'avoir les bonnes ressources, les bons entraînements, les bons processus de communication pour que des situations comme celle-ci ne se reproduisent plus. On a un nouvel arrivant qui nous a contactés, qui voulait devenir camionneur en Ontario, qui n'était pas capable d'avoir un examen en français pour avoir son permis de conduire approprié pour les véhicules lourds. On a travaillé avec cette personne-là qui était très nerveuse, qui avait une promesse d'emploi s'il obtenait son permis de conduire. Et donc, les enjeux étaient grands, la tension était palpable. Dans ce contexte-ci, on a été capable de travailler en temps réel. Cette personne-là a obtenu un examen en français, a obtenu son permis de conduire et a pu devenir camionneur en Ontario. Ça contribue à l'économie ontarienne. Ça contribue à ce que vous et moi, on puisse bénéficier des produits qui arrivent par camion, par la route, en français. Et ça, c'est grâce non seulement à notre intervention, mais à ceux et celles qui ont fait le pas de venir nous voir pour nous partager ces histoires-là. Il y a une dame qui voulait ouvrir un salon de yoga. Elle faisait ça comme passe-temps.
Puis elle s'est dit, ça marche mon affaire, pourquoi ne pas en faire une entreprise? Et donc, s'est entourée et a voulu enregistrer son entreprise en Ontario en français. S'est frappé à une porte close chez Services Ontario, où on n'offrait pas le service d'enregistrement d'entreprise en français là où elle s'est rendue. Qu'est-ce que ça fait? Ça ralentit le développement économique parce que ça ralentit une entreprise. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est un entraînement spécial pour offrir l'enregistrement d'entreprise. Et il n'y avait pas de francophone qui avait été entraîné à cette succursale-là de Services Ontario. Après notre intervention, ça a changé. La personne a été capable d'enregistrer son entreprise et maintenant, l'Ontario peut compter sur une entreprise francophone de plus grâce aux services en français. La loi sur les services en français a un impact non seulement sur une partie de notre vie, ça a un impact sur l'ensemble de notre vie. Ça touche les francophones, ça touche les anglophones, ça touche ceux et celles qui s'identifient autrement. On est chanceux d'avoir la loi sur les services en français, qui est un avantage significatif à plusieurs égards. Ça fait notre richesse en Ontario. Comme commissaire, je suis là pour écouter ces histoires-là avec mon équipe. Je suis là pour trouver des solutions. Je vais lever le rideau un peu, comment ça marche chez nous quand vous nous appelez. Je vous parle de solutions, mais comment on arrive d'un point A au point B. Les gens me demandent, est-ce qu'on a besoin d'un avocat, d'une avocate pour venir vous voir? Est-ce qu'on a besoin de vous envoyer beaucoup de détails pour que vous traitiez ma plainte? Je ne suis pas certain si ma plainte va tomber sous votre juridiction. Je ne sais pas si c'est légitime. Mon message à tout ça, c'est si vous avez parlé français et que vous n'avez pas reçu de service en français dans l'espace public de l'Ontario, les institutions de la législature, comme nous, les ministères, les agences, les tierces parties, appelez-nous. Le fait que vous ne vous sentiez pas à l'aise, c'est suffisant pour passer un appel. On va faire le travail. À partir du moment où vous nous appelez, c'est gratuit, c'est confidentiel. On va vous écouter. Donnez-nous les détails de ce qui s'est passé. Sentez-vous à l'aise de vous exprimer. On les entend, les histoires au quotidien. Une fois qu'on a toute l'information, ce que l'équipe va faire, c'est contacter les institutions qui sont visées par l'enjeu pour comprendre de leur perspective, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette expérience-là a été négative? Pourquoi est-ce que le service à la clientèle n'a pas été un succès? Et est-ce que des droits ont été brimés? Une fois qu'on a ces informations-là, on va faire une détermination. Est-ce qu'il y a des droits qui n'ont pas été respectés? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va résoudre ces enjeux-là pour que les exemples que je vous ai donnés d'entrée de jeu deviennent réalité? Pour qu'on contribue à améliorer la francophonie ontarienne avec des services stables, de qualité. S'il n'y a pas de droits qui ont été brimés, est-ce qu'on a de la collaboration de la part de l'institution pour trouver une solution? Ou sinon, est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour que la personne qui nous a contactés puisse continuer son chemin vers une résolution qui va ultimement la satisfaire? C'est ce que l'équipe fait. Frapper à notre porte, c'est frapper, c'est demander de l'aide et c'est obtenir des ressources. C'est à ça qu'on sert. Et c'est ça qu'on fait au quotidien. On est aussi proactif. Je travaille en ce moment sur mon 3e rapport annuel. J'ai identifié des enjeux importants dans mes 2 premiers rapports annuels. Par exemple, on a parlé des garderies un petit peu plus tôt. Il y a un peu plus d'1 an, il y a une garderie au centre-ville de Toronto qui avait annoncé vouloir fermer ses portes. Une garderie dont le nom apparaissait dans la liste des organismes désignés en Ontario ayant des obligations d'offrir des services en français. On est intervenu. La garderie a gardé ses portes ouvertes. Ça s'attache à une recommandation qu'on a faite
de mettre à jour le règlement 398-93 qui liste les organismes comme la garderie, qui liste des organismes comme l'Université Laurentienne, qui a fait face à des difficultés financières, qui a pris des décisions qui ont affecté sa désignation et qui ont dû corriger. Des organismes comme l'Université de Sudbury, des organismes qu'on a identifiés comme faisant face à des enjeux. Et la raison pour laquelle je mets ça de l'avant, c'est que ces outils-là, qui sont des outils publics, qui sont des outils d'information sur là où on va obtenir des services en français, ce sont là où on va reconnaître les obligations que nos organisations ont également. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien servir les francophones? Et nous, comme francophones, à quoi on peut s'attendre? C'est pour ça que ces outils-là sont aussi importants. C'est pour ça que je recommande qu'ils soient à jour. C'est aussi pour ça que j'ai recommandé dans mon dernier rapport annuel d'avoir une base de données qui nous permet de voir les services en français auxquels on a droit. Ils sont où? Qu'est-ce que c'est? Je l'entends souvent de la part de l'ensemble d'entre nous qui sont ici aujourd'hui, mais des gens que je rencontre à la grandeur de la province. Quand tu nous parles de services en français, on ne sait pas toujours ce qui est couvert par la loi. De mon point de vue, ça devrait être beaucoup plus clair. L'offre active, le règlement sur l'offre active, demande au gouvernement de l'Ontario de communiquer activement son offre de services en français, de l'offrir activement. Ce n'est pas à nous à deviner où sont les obligations ou les services en français. C'est aux institutions publiques qui ont l'obligation de le faire, de nous le communiquer activement pour que ce soit clair pour nous. Quand on sort de chez nous, on arrive chez Services Ontario, on nous dit « hello, bonjour ». On arrive à la Régie des alcools, on nous dit « bonjour, hello ». Et on sait qu'on peut continuer en français. Ce sont des exemples du quotidien, mais je suis certain que vous pouvez penser à plusieurs de ces exemples-là pendant que je suis en train de vous parler. Et là, je vais vous dire ce que je dis toujours. Vous devriez avoir dans vos favoris ombudsman.on.ca et vous devriez nous raconter ces histoires-là pour que je puisse continuer avec mon équipe de vous aider et de maximiser les opportunités qu'on a en collaborant ensemble d'améliorer notre futur pour nous, mais pour ceux et celles qui vont nous suivre. Sur ce, je vous remercie beaucoup et je repasse la parole à Annette. Merci beaucoup à la commissaire Patricia Cossem et au commissaire Carl Bouchard pour ces deux belles présentations. Merci beaucoup. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Un peu fatigué? Non? Est-ce que vous êtes prêts pour la discussion? Ça va être une discussion très éclairante, très essentielle. Moi, à titre personnel, je suis une nouvelle arrivante. Avant d'arriver à Toronto et en Ontario, je ne savais pas qui y avait. J'avais le droit d'être servie en français. Et c'est vrai que je suis très, très curieuse d'entendre et de mieux comprendre les droits d'accès aux services en français. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la discussion. Donc, je vais inviter Monsieur Carl Bouchard et Madame Patricia Cossem sur l'estrade, sur scène. Et nous allons passer à la discussion. Merci beaucoup. Alors, vous allez bien ce matin? Merci, oui. Très bien, ça va, très bien. Alors, lors de vos deux présentations, j'ai perçu une complémentarité entre vos deux bureaux. Donc, ma première question s'adresse à Madame Patricia Cossem. Pouvez-vous nous parler de la relation entre vos deux bureaux? Qu'est-ce que vous avez en commun et qu'est-ce qui vous différencie? Alors, premièrement, je tiens compte du fait qu'on a des mandats différents, mais qui se renforcent énormément. On est là pour défendre des droits des Ontariens et des Ontariennes, que ce soit des droits linguistiques, des droits à l'accès à l'information ou des droits à la protection de la vie privée. Ce qu'on a aussi en commun, et Carl l'avait mentionné, on est des bureaux, des institutions
indépendantes qui sont redevables à l'Assemblée de la législature et non pas du gouvernement en pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on veille à la surveillance de ces lois et à leur application pour s'assurer qu'elles fonctionnent exactement comment le législateur l'avait souhaité. J'ai remarqué aussi dans le rapport annuel du commissaire Bouchard qu'il a pour vision un secteur public œuvrant au service des citoyens dans l'équité, la responsabilisation, la transparence et le respect des lois. Et là aussi, donc, mon bureau est également résolu à traiter les appels en matière d'accès à l'information et les plaintes à la protection de la vie privée des citoyens de façon équitable et pertinente en temps opportun. Et nous prenons notamment compte des facteurs liés à l'accessibilité et à l'équité afin de réduire les inégalités, surtout dans les communautés marginalisées. Je pense que notre processus de réception des plaintes et d'enquête est aussi similaire. On travaille beaucoup en amont pour déterminer si la plainte est recevable avant de passer au prochain stade de notre processus qui met beaucoup d'emphase sur le règlement à l'amiable, le règlement anticipé ou la médiation. La grande majorité, d'ailleurs, des cas sont résolus de façon informelle. Nos deux bureaux aussi formulent des recommandations aux organisations sur des mesures à entreprendre pour s'améliorer, justement. Bien que dans notre cas, je pense, on est différent dans le sens qu'on peut passer à des ordonnances si on n'a pas la coopération de l'institution et même des pénalités administratives pécuniaires lorsqu'il s'agit du secteur de la santé. Donc, ça, c'est un point de distinction. Une autre chose qu'on a en commun, je dirais que nos deux bureaux sont guidés par des priorités stratégiques qui favorisent la réalisation de nos buts et de nos objectifs en s'appuyant sur nos valeurs organisationnelles telles le respect, l'excellence et l'inclusion. Et je dirais que ce qui m'a motivée à proposer cet événement, c'est que nous sommes tous les deux engagés à renseigner le public, y compris la population francophone de l'Ontario, de leurs droits, et que ce soit le droit aux services en français, à l'accès à l'information ou la protection de la vie privée. Donc, j'ai trouvé en cadre un partenaire pour pouvoir faire cette démarche-là auprès de votre communauté francophone. Alors, voici un portrait de nos similarités et nos différences. Merci beaucoup. Alors, ma prochaine question s'adresse à vous deux. Je vais commencer par vous, M. Carl Bouchard. Je sais que vous n'avez pas le droit de donner plus de détails sur ce qui se passe, mais c'est public. Donc, pour vous rappeler un peu le contexte, M. Carl Bouchard a lancé une enquête sur les lacunes dans les services en français offerts dans les bureaux de services Ontario il y a quelques mois. Et j'aimerais savoir comment vous menez vos enquêtes et comment abordez-vous vos enquêtes. Je vais commencer par vous et ensuite ce sera Mme Merck. Une enquête, c'est un processus formel qui nous amène à vraiment creuser profondément un enjeu très pointu. Je vais vous donner l'exemple de notre rapport que j'ai déposé l'année dernière à l'été sur la publicité extérieure. C'est un rapport qui est très important parce que c'est un rapport qui parle de la portée de la loi sur les services en français en Ontario d'un point de vue des communications. J'ai voulu me pencher sur pourquoi est-ce qu'on voyait des publicités aux abords des autoroutes, dans les lieux publics, arborer un logo du gouvernement de l'Ontario qui venait du gouvernement de l'Ontario, qui était seulement en anglais, dans des espaces où, en mon sens, on aurait dû voir plus de français. Ça m'a étonné. On a lancé une enquête spécifique là-dessus. Ce qu'on a fait quand on lance une enquête, on avise formellement les ministères qu'on va leur demander leur collaboration pour obtenir
tous les renseignements nécessaires à ce qu'on comprenne bien l'enjeu. Quels documents pertinents, courriel, conversation, politique interne, tout ce qui sous-tend à un processus en particulier qui est visé par une enquête. On interviewe des gens qui sont impliqués directement, les gens qui sont impliqués dans les décisions, les gens qui vont nous amener à voir clair sur un enjeu en particulier, qui vont nous donner l'information pour que de façon objective et impartiale, on puisse regarder l'ensemble des faits et tirer des conclusions sur comment est-ce que la loi sur les services en français n'est pas respectée et qu'est-ce qui devrait être fait pour que la loi sur les services en français le soit. Dans le contexte de l'enquête sur la publicité extérieure, ce que je me suis rendu compte, c'est sur 17 campagnes publicitaires sur lesquelles on s'est penché. L'ensemble de ces campagnes-là ne respectaient pas la totalité de leurs obligations en vertu de la loi sur les services en français. Et qu'il y en avait même qui étaient seulement en anglais. La loi sur les services en français s'attend à ce que, partout en Ontario, lorsqu'il y a une communication qui émane du bureau chef du gouvernement ou d'une institution qui a des obligations en vertu de la loi, que cette information-là soit communiquée dans les deux langues. Lorsqu'on parle d'affichage extérieur, pensez à des panneaux d'affichage, pensez à ce que vous voyez au bord des autoroutes dans des lieux publics. Ce sont des panneaux physiques. L'information doit être disponible là-dessus, dans les deux langues, à la grandeur de la province. Les régions désignées n'ont rien à voir là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un droit qui s'applique à l'ensemble des Ontariens et des Ontariennes. C'est pour vous démontrer la portée de la loi. Et c'est ça qu'une enquête, ça nous permet de faire. Ça nous permet de tirer nos propres conclusions, de voir clair dans l'ensemble des faits et de faire des recommandations. Dans ce contexte-ci, j'en ai fait 7. 5 d'entre elles ont été acceptées d'emblée, 2 ont été mises à l'étude. Les 2 qui ont été mises à l'étude, c'est en mon sens les 2 principales, celle de produire systématiquement du matériel dans les 2 langues et de former l'ensemble des employés sur les outils mis à jour qui reflètent cette obligation-là, pour qu'à l'avenir, ce droit-là soit respecté à l'ensemble de la province. On continue nos efforts et chaque 6 mois, je demande au gouvernement de nous envoyer un rapport de progrès pour nous montrer ce qu'ils ont fait pour rencontrer nos recommandations et s'ils n'ont rien fait, pourquoi. C'est le même principe pour cette enquête-ci. On se penche sur la qualité de service chez Services Ontario pour le service en personne. C'est le même processus et lorsqu'on aura terminé le processus, on rendra public un rapport et s'il y a lieu, avec des recommandations pour nous assurer que la loi sur les services soit respectée systématiquement lorsqu'on rentre chez Services Ontario. Mais c'est très important comme enquête parce qu'elle vous interpelle tout le monde. C'est d'ailleurs un appel à tous que j'ai lancé dans mon communiqué de presse. Contactez-nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé chez Services Ontario? Si oui, levez la main ou pas. Je vois beaucoup de mains levées, tant mieux, ça me rassure. Tout le monde a une carte santé, plusieurs ont un permis de conduire. Good. Venez nous raconter vos histoires d'avoir utilisé les services de Services Ontario. Ça va nous permettre de contribuer à l'enquête puis de voir concrètement l'impact au quotidien des services qui sont offerts avec excellence ou du manque de services en français, si c'est le cas. Et ça, c'est très important parce qu'une enquête, c'est aussi une participation citoyenne. C'est aussi basé sur des cas qui nous ont été racontés. Je peux aussi lancer des enquêtes de mon propre gré, mais je m'assure d'être interpellé par un enjeu qui est pertinent pour l'ensemble des francophones et qui va faire une différence dans votre quotidien pour que vous voyez votre capacité de pouvoir parler en français dans votre vie personnelle. Merci. Madame Cossem? Oui, alors, premièrement, je ferai la distinction entre les appels et les enquêtes. Vous m'avez demandé de parler au sujet des enquêtes, mais pour distinguer, les appels sont des appels de décision d'accès à l'information des institutions, et là, on agit en tant que juge administratif ou médiateur pour régler les différends.
Mais du côté des enquêtes, lorsqu'il s'agit de collecte ou utilisation ou divulgation des renseignements personnels, là, comme Carl l'a mentionné, on peut recevoir des plaintes du public, des particuliers, ou on peut initier une enquête de notre propre chef, notre propre initiative. Par exemple, on entend souvent parler des atteintes à la vie privée. C'est dans les journaux, dans les médias, presque tous les jours. Et là-dessus, on va discuter avec l'institution, l'organisation pour recueillir les faits, pour clarifier ce qui s'est passé. Nous cherchons aussi à déterminer si, premièrement, l'incident a été maîtrisé, si les gens affectés ont été avisés, si les mesures correctives ont été prises pour justement éviter qu'une fuite semblable se reproduise. C'est sûr que de nos jours, c'est presque inévitable, mais on essaie de minimiser autant que possible que ça se passe ou bien les impacts de ces fuites de données. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va beaucoup travailler en amont de façon très proactive pour régler la situation de façon informelle et seulement dans une proportion minimale, dans une minorité de cas, on va procéder à une enquête plus formelle où là, on peut passer à des recommandations ou des ordonnances ou même, comme j'ai mentionné, des pénalités pécuniaires dans le secteur de la santé. Bien que on prend une approche proportionnelle, on ne va pas passer tout de suite aux pénalités pécuniaires à moins qu'il s'agisse vraiment de situations très graves. On va mesurer notre réaction, nos réponses, nos solutions de façon proportionnelle à la situation. Je dis souvent à mon équipe que nos décisions ne sont pas seulement pour les deux parties ou pour l'institution impliquée, mais pour tout le monde. Ça sert d'outil d'éducation. Et donc, on essaie de résumer nos enquêtes, premièrement les publier, mais aussi de les résumer de façon très simple, en langage très simple, avec des messages clés. Quelles sont les leçons à tirer de cette enquête pour apprendre et pour éviter que ça se reproduise chez soi? On cherche aussi à publier nos interprétations de certaines dispositions de la loi dans des bulletins d'interprétation pour que les gens comprennent dès le début comment les institutions et les particuliers, comment on va s'y prendre lorsqu'une certaine disposition de la loi est interpellée, comment est-ce qu'on l'a interprétée par le passé pour qu'ils puissent se préparer. Le particulier, premièrement, pour savoir s'il devrait porter ou non plainte, mais aussi l'institution pour savoir comment s'y prendre dans ses soumissions auprès de notre bureau, sachant que soit ils ont passé complètement de côté et qui doivent se remédier, ou bien s'ils ont interprété la loi de façon raisonnable. Et comme j'ai dit, des fois, surtout avec les fuites de données, ça nous arrive, mais il se doit que les institutions prennent des mesures raisonnables. C'est ça qu'on s'y attend, c'est à ça qu'on s'y attend, et donc ça leur donne une idée de qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est raisonnabilité dans les mesures de sécurité qu'ils devraient ou elles devraient prendre. Donc, c'est une leçon à tirer, pas seulement pour les parties interpellées, mais pour le public en général. Alors là, à présent, je vais me tourner vers vous, commissaire Bouchard. Alors, on a entendu qu'il y a une enquête qui est lancée auprès de Services Ontario. Et j'aimerais savoir, je suis curieuse de connaître le poids de cette enquête au niveau du gouvernement. Quel type de relation votre bureau entretient-il avec le gouvernement dans un premier temps et avec le public dans un second temps? Quand on est un officier indépendant de la législature, on a un devoir d'être juste, d'être équitable, de tirer
des conclusions qui sont raisonnables, qui s'appuient sur des faits. Et donc, on doit comprendre la réalité de ceux et celles qui sont impliqués dans un enjeu en particulier pour trouver une solution. Je disais que depuis que je suis en poste, on a traité plus de 2000 cas. Si on a résolu ces 2000 cas-là, c'est parce que l'administration publique, ceux et celles qui sont assujettis à la loi sur les services en français, qui ont des obligations, ont été à la table pour trouver des solutions qui vont me satisfaire que le service en français respecte la loi sur les services en français. Des fois, ça demande 5 minutes, des fois, ça demande 5 mois, des fois, ça demande plus de temps que ça. L'important, c'est la qualité de la solution, mais c'est de travailler non seulement à acquérir les faits, mais à éduquer, à trouver des façons de créer des espaces où on va pouvoir échanger vers des enjeux qui sont réels et qui bloquent la capacité de pouvoir rencontrer une obligation et comment on va être capable d'abolir ces obstacles-là ou de les contourner. Des fois, ça demande un temps. Et donc, on doit créer une confiance de la part des institutions qui sont assujetties à notre juridiction, qu'on va être juste, raisonnable et équitable lorsqu'on les aborde. Même chose pour le public qui nous contacte. Les gens doivent se sentir respectés dans l'exercice de leurs droits linguistiques. Donc, c'est un équilibre qui est à trouver. Lancer une enquête, on ne fait pas à la légère. La commissaire Cossin le disait tout à l'heure, on évalue la portée de nos actions. Chaque chose ne va pas de 0 à 100 à l'heure. On doit évaluer comment on va escalader nos pouvoirs jusqu'à la pleine utilisation si nécessaire. Dans la majeure partie des cas, on est capable de travailler dans un espace qu'on appelle informel. Informel, ça ne veut pas dire que c'est mou, que c'est pas sérieux. Informel, ça veut seulement dire qu'il n'y aura pas nécessairement un rapport d'enquête qui va venir à la clé avec des recommandations spécifiques. On a résolu un cas en particulier et ce cas-là a trouvé sa résolution dans un espace où on a été capable d'échanger de l'information en dehors de nos processus d'enquête. Des fois, ce n'est pas possible. Des fois, les enjeux sont trop gros. Des fois, les enjeux dépassent un secteur en particulier, une division en particulier. Des fois, ce sont des enjeux qui nécessitent d'avoir une vision beaucoup plus globale pour être capable de trouver la solution. Et c'est ça qui va faire qu'on va évaluer si un enjeu va mériter une enquête formelle ou une résolution. Mais cet espace-là, on doit le créer pour que lorsqu'on lance une enquête, on continue d'avoir de la coopération. On continue d'avoir une ouverture de la part de ceux et celles qui sont assujettis à notre juridiction pour nous partager de l'information et trouver des solutions. Les cas individuels doivent être réglés, mais on doit ensuite se mettre le nez beaucoup plus profondément dans ce qui se passe de façon intrinsèque dans une organisation. Et ça, il faut le faire avec doigté. Et jusqu'à maintenant, on a émis 43 recommandations depuis que je suis au sein de l'unité des services en français au bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. Et l'ensemble de ces recommandations-là ont été acceptées par le gouvernement. 2 ont été mis à l'étude. C'est tout. Et donc, ça démontre que le soutien qu'on a été capable de développer pour les recommandations qu'on met de l'avant, qu'on fait des recommandations qui sont raisonnables, qui sont concrètes, qui peuvent être mises en œuvre, ont été accueillis comme étant des moyens concrets de pouvoir faire des avancées. Mais évidemment, ce travail-là se fait au quotidien. C'est la 3e enquête qu'on lance. Il y en aura d'autres, évidemment, mais plus de 2000 cas qui ont été réglés. On s'est penché de façon spécifique sur beaucoup plus d'enjeux que 3 enquêtes seulement. Et donc, notre portée, elle est très large. Lancer une enquête, on ne le fait pas à la légère. Quand on le fait, c'est parce qu'on sait que notre contribution va mener à réparer un système qui, ultimement, pose des enjeux pour le respect de la loi sur les services en français. Et c'est comme ça qu'on lance une enquête, comme celle que j'ai lancée sur Services Ontario. D'accord. Alors, ma prochaine question s'adresse à vous deux. Tantôt, nous avons parlé de l'importance de l'indépendance des fonctionnaires du corps législatif. Donc, que signifie cette importance dans votre rôle respectif? Je vais commencer par vous, M. Carlo-Bouchard, et ensuite Mme Cossin. C'est important parce que je parlais tout à l'heure de la confiance qui doit exister entre les institutions publiques, nous et le public.
On n'est pas là pour représenter quelqu'un, on n'est pas là pour prendre parti. On est là pour comprendre ce qui se passe. Comprendre, dans mon cas, la loi sur les services en français. Le mandat qu'on a, c'est de faire des recommandations pour améliorer l'offre de services en français en Ontario. Donc, on regarde les enjeux dans un but d'améliorer. Positif. On ne veut pas perdre des services en français. On ne veut pas affecter négativement l'offre de services en français. On veut l'accroître. On a du préambule de la loi qui vise à reconnaître l'apport de la langue française et du patrimoine qui est enrichi par sa diversité en Ontario pour les générations futures. C'est comme ça qu'on arrive, en étant indépendant, en étant capable de pouvoir obtenir toute l'information qu'on a besoin, de tirer des conclusions qui ne sont pas affectées par une influence quelconque. Et là où on est, en se rapportant à l'ensemble de l'Assemblée législative, à l'ensemble de ceux et celles qui sont élus, au président, la présidente, dans ce contexte-ci, de l'Assemblée législative, la première femme présidente de l'Assemblée législative de l'histoire de l'Ontario, ça nous permet de tirer un regard qui mène vers des résultats à long terme, pas seulement des gains à court terme. Très bien. Madame Cossem? Bon, je suis entièrement d'accord. Je dirais, j'ajouterais simplement que c'est tellement fondamental que lorsqu'il s'agit des institutions publiques, qu'il y ait un regard indépendant, une perspective impartielle qui revoit les activités des institutions, que ça soit critique auprès du public, que ça soit légitime, que ça soit pour qu'il y ait confiance à savoir qu'il y a quelqu'un qui a regardé de façon froide et impartielle la situation et qui a apporté des recommandations pour améliorer et non pas pour cacher ou pour minimiser une situation, mais véritablement pour s'améliorer pour le bien-être de la population ontarienne. Donc, c'est pour la confiance des gens. Et je pense que c'est un plus pour le gouvernement que nous existons justement pour renforcer la confiance du public. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a l'Ombudsman, il y a la vérificatrice générale, le chef des élections de l'Ontario. Donc, nous sommes plusieurs, comme Carl l'a mentionné, qui se rapportent à la présidente de l'Assemblée à l'Assemblée législative, justement pour rendre le gouvernement redevable pour ses actes et pour augmenter la confiance du public dans ses institutions, finalement dans son gouvernement et dans ses institutions publiques qui sont là pour les servir après tout. Donc, cette indépendance, cette impartialité, c'est absolument clé, quant à moi. Alors, tout à l'heure, tantôt, j'ai parlé de mon cas personnel, même si je sais que c'est interdit. Je vous ai demandé de rester généraux, mais j'ai parlé de mon cas parce que je suis nouvelle arrivante ici en Ontario, à Toronto. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, je ne savais pas que je pouvais être servie en français. Alors, on est dans une province à majorité anglophone, et je n'avais pas connaissance de services en français. Et justement, est-ce que vous avez un défi et quels sont les défis que vos bureaux respectifs rencontrent pour sensibiliser les francophones à leurs droits? Je vais commencer par vous, Patricia Cossem, et ensuite Carl Bouchard. Alors, évidemment, le premier défi qui me vient à l'esprit, je suis certaine que c'est le même cas pour le commissaire Bouchard, c'est la distance entre les différentes communautés francophones dans la province de l'Ontario. C'est sûr qu'on est connecté en ligne de plus en plus, mais ce n'est pas la même chose que de pouvoir rencontrer les gens en personne. Je pense que tu l'as mentionné, nous sommes la deuxième province du Canada en superficie et celle qui compte la minorité francophone la plus importante. Donc, c'est beaucoup de superficie à essayer de couvrir. Et c'est sûr que notre communauté francophone, une grande partie habite à l'extérieur de la région du Grand Toronto, dans le nord, dans l'est de la province. Et donc, pour nous, la difficulté, le défi, c'est d'aller rencontrer, d'aller rejoindre ces gens-là et de pouvoir communiquer avec eux au sujet de nos services malgré cette distance. C'est sûr qu'on a des web émissions, nous avons
des vidéos d'information, des chaînes des médias sociaux, sont toutes disponibles en français. Et nous sommes également en contact avec les médias francophones pour aller rejoindre les communautés francophones, dont Le Droit, Radio-Canada, la TFO, qui est aussi aujourd'hui, Choc FM. On essaie d'aller rejoindre les francophones par le biais des médias pour leur parler de cybersécurité, de la protection de la vie privée, de l'intelligence artificielle, tous des sujets de nos jours et de l'heure actuelle. Au CIPVP, nous avons aussi, j'ai mentionné, des champions et des championnes du bilinguisme. Je ne sais pas si vous voulez vous identifier. Nous avons plusieurs ici parmi nous et on y tient beaucoup parce que ces membres du comité nous servent à l'interne pour nous rappeler de nos responsabilités d'être inclusif et de procurer, d'offrir des services qui va rejoindre la population franco-ontarienne et qui nous aide à renforcer notre propre culture et langue française au sein du CIPVP. J'ai mentionné qu'on a un conseil consultatif de la jeunesse qui comprend aussi des membres francophones. Et ça nous aide beaucoup à aller rejoindre les écoles et les écoles scolaires de langue française à travers la province. Mais c'est sûr qu'on doit mieux faire. On a beaucoup de défis à rejoindre les francophones et c'est d'ailleurs la raison d'être pour cet événement où on a voulu collaborer avec la commission au service en français pour établir ces liens, pour vous rencontrer et pour vous inviter à communiquer avec nous pour en savoir plus et pour nous faire part de vos défis afin qu'on puisse mieux vous servir. Donc, c'est la raison d'être d'aujourd'hui, et effectivement. Monsieur Carl-Bouchard. C'est important comme question. Comme vous savez, j'en ai parlé quand j'ai déposé le dernier rapport annuel en décembre. On voit qu'il y a une utilisation toujours accrue de nos services. Il y a une augmentation de façon générale de l'utilisation de nos services d'année en année. C'est important parce que autant on solidifie notre base de personnes qui sont à l'aise de nous contacter, on attire des nouveaux visages aussi qu'on espère sécuriser à plus long terme. Que ça m'envoie comme message, c'est que de plus en plus de personnes se sentent interpellées par la capacité d'avoir des résultats en travaillant avec nous. Ça, c'est la base. Démontrer concrètement ce qu'on peut faire pour aider, pour résoudre un enjeu en particulier et véhiculer ce message-là au plus grand nombre de personnes possible. Je me suis promené un peu partout en Ontario, que ce soit à Hearst, à Kapuskasing, à Moonbeam, à Windsor, à Chatham, à London, ici à Toronto, à Ottawa, à Kingston. Donc, on fait beaucoup le tour des gens pour aller rencontrer les communautés dans leur quotidien, pour vraiment démontrer à quoi on sert dans le quotidien des gens, parce que c'est pas toujours concret. La loi sur les services en français ou les droits linguistiques dans mon cas, alors qu'on a des mandats qui sont implicitement très, très proches de la vie privée, de la vie personnelle des gens. Et donc, on doit faire ce pont-là. On doit rendre les gens à l'aise de vouloir venir nous contacter, mais par-dessus tout ça, lorsqu'on parle de droit linguistique en particulier, on doit aussi motiver les gens d'être à l'aise de parler français. Il y a un devoir de construire une confiance, que de continuer en français, d'abord, il y a une offre active, ce qui n'est pas toujours le cas. On en voit des cas régulièrement où est-ce que le bonjour, hello n'a pas été fait, ou le service qui s'en est suivi n'a pas nécessairement été une expérience positive ou une expérience linéaire, quand c'est en dents de scie puis qu'on doit faire une partie en anglais, une partie en français, une partie en anglais, une partie en français, c'est pas motivant à continuer en français. Et donc, on a dû intervenir à plusieurs niveaux pour régler des enjeux d'accès, parce que ce que le règlement sur l'offre active envoie comme message, c'est que l'obligation, c'est que dès le point d'entrée, on connaît l'existence du service en français qui nous est offert activement. La préférence linguistique nous suit d'un bout à l'autre du service qui est couvert par la loi sur les services en français. C'est essentiellement ça, le règlement sur l'offre active. Et donc, ça clarifie que
C'est pas sur nous de deviner si on peut parler français. C'est aux institutions qui sont visées par la loi de nous le communiquer activement. Mais après, il faut faire confiance. Il faut parler français, il faut faire confiance qu'on peut continuer, puis on va faire ce choix-là de continuer en français et que ça vaut la peine. Et c'est là, je pense, où il y a une confiance qui est à rétablir. Je pense qu'on a un travail à faire pour continuer de motiver les gens à croire que leurs droits existent, que leurs droits peuvent être utilisés. Puis comme tu le mentionnais, il y en a qui arrivent ici qui ne savent pas nécessairement, ou même des gens qui ont grandi ici et qui ne savent pas nécessairement qu'il y a une loi sur les services en français ou la capacité d'être servi en français, pour toutes sortes de raisons. Des fois, quand on ne vit pas dans une région désignée, on voit peut-être l'accès à l'éducation en français. En dehors de l'école, on ne voit plus le français. Et donc, les jeunes, pour eux, ce n'est pas toujours concret dans leur esprit, en grandissant, que oui, on peut continuer en français. Il y a des institutions postsecondaires qui sont assujetties à la loi. Il y a des institutions de santé, des institutions de services sociaux communautaires. Il y a une vie en français qui est couverte par la loi sur les services en français à l'extérieur de l'Ontario, à l'extérieur des conseils scolaires, à l'extérieur de l'éducation. Et ça, je pense que ce pont-là est important pour garder les gens motivés, pour garder les gens confiants que leur français les mène à quelque chose. Puis d'avoir des exemples aussi. Être capable de démontrer aujourd'hui, j'ai mis l'accent notamment sur le fait qu'on a des institutions importantes en Ontario. La lieutenant-gouverneur, la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, l'ombudsman de l'Ontario, moi. Il y a plein de leaders ici où est-ce que le français a mené à des opportunités incroyables de succès en Ontario et de contribuer activement à la province. Je vous ai donné des exemples sur le développement économique, sur la protection de la santé. C'est important, ces exemples-là, parce que ça démontre la portée de la loi, mais l'importance de la protéger, puis l'importance de ne pas oublier nos acquis. Pendant qu'on avance, il ne faut pas qu'on perde ou qu'on oublie ce qu'on a établi dans le passé. Et ça fait partie de notre mandat aussi. Protéger ce qui existe pour qu'on puisse continuer d'accroître l'espace francophone prévu par la loi. Ce travail-là est très, très important et nécessite beaucoup d'attention. Mais c'est un défi important de faire que les gens fassent confiance aux services en français d'emblée. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais revenir sur mon cas personnel. Je suis désolée. Moi, quand j'étais en France, en fait, la réputation du Canada, c'était que c'était un pays très inclusif, très libéral. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Ontario et à Toronto en particulier, j'ai vraiment confirmé que c'était vrai, que c'est vraiment une ville multiculturelle et très inclusive. Et justement, ma question, c'est qu'en ce mois de la fierté, comment vos services tiennent-ils compte de la pluralité des identités qui sont ici en Ontario et à Toronto particulièrement? Je vais commencer par vous, M. Carl Bouchard, très rapidement. Pour moi, ça a toujours été important de créer des espaces sécuritaires, des espaces où les gens peuvent s'exprimer, peuvent, sans jugement, partager une expérience qui est très personnelle, peu importe leur identité, peu importe la situation dans laquelle ils se retrouvent, peu importe leur parcours qui les a menés vers l'utilisation d'un service en français en Ontario. C'est une porte ouverte, c'est une porte où est-ce que les gens peuvent se sentir à l'aise de s'exprimer. Ça se reflète dans mon équipe. Des gens qui ont un parcours différent, des gens qui ont une perspective différente sur l'Ontario. C'est mon cas. Moi aussi, j'ai expérimenté l'Ontario de ma propre perspective. Et c'est important de pouvoir créer des espaces où les gens vont vouloir nous livrer, je dis souvent à la blague, des expériences personnelles en faisant leur patate pilée ou leur riz à la maison. C'est bête, mais c'est là où les gens pensent à ce qui s'est passé dans leur journée. C'est là où les gens se disent « Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que c'est là où je devrais appeler? » Et c'est à ce moment-là où on doit développer un espace où les gens se sentent à l'aise de dire « Oui, je vais les appeler. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va me donner une ressource un peu plus tard pour que je puisse continuer mon chemin. On va me traiter avec respect. Je n'aurai pas l'impression que ma plainte n'a pas de valeur, que ma perspective n'a pas de valeur. On va traiter les gens avec dignité. Et ça, c'est très, très important pour nous. Autant lorsqu'on a des interactions avec le public que quand on a des interactions avec l'appareil public qui est assujetti à notre juridiction, qui doit se sentir à l'aise de venir communiquer avec nous, avec ses propres obstacles et sa propre réalité.
Et ça, bien, je pense que c'est notre devoir à tous de faire ce questionnement-là personnel. Est-ce qu'on est pertinent au public qu'on sert? Est-ce qu'on répond correctement aux attentes qu'ils ont envers nous par rapport à notre ouverture, au respect, au traitement qu'on fait des gens avec qui on est appelé à interagir? Pour que dans toute leur diversité, les gens ne sentent pas qu'il y ait des obstacles artificiels qui soient créés, mais qu'au contraire, on est capable de trouver des terrains communs où on peut collaborer ensemble et trouver des solutions dans nos différences et ce qui nous rassemble. Et c'est ça que je mets de l'avant avec l'équipe, et c'est ça notre responsabilité quand on surveille l'application de droits fondamentaux, quasi constitutionnels, comme les droits d'accès aux services en français en Ontario. Commissaire Possem? Nous avons un balado qui s'appelle Info Matters. Et on a à peu près 40 émissions. Et chacune de ces émissions, c'est une conversation avec des Ontariens, des Ontariennes qui nous offrent des perspectives diverses et nous éclairent sur l'impact de notre travail, que ce soit les femmes, les communautés noires, autochtones, les sans-abri, les patients. Et donc, c'est un rappel mensuel de tous les gens et toutes les communautés diverses que nous touchons en Ontario. Et ça nous éclaire et ça nous éduque à nous-mêmes comment être plus pertinents et aller rejoindre ces communautés. Lorsqu'on on élabore des documents d'orientation, de plus en plus, on fait beaucoup de consultations au préliminaire avec les gens impactés, par exemple les victimes de crimes, leurs familles, les patients. Pour vous donner un exemple, nous avons élaboré un document sur le partage de renseignements entre professionnels lorsqu'il s'agit de violences conjugales. Et c'était très important parce que un grand problème, c'est les professionnels qui hésitent à partager l'information dans des cas d'urgence parce qu'ils se sentent liés à la confidentialité. Donc, on devait élaborer un document d'orientation pour leur expliquer que non, effectivement, la loi permet des exceptions à la confidentialité lorsqu'il y a un danger à la sécurité ou la vie d'une personne. Et en développant ce document, nous avons pris le temps, évidemment, de consulter les professionnels de justice, de santé, des services sociaux, des services à l'aide à l'enfance et à la famille, mais aussi les victimes de violences conjugales qui nous a beaucoup, beaucoup éclairés. On a fait des focus groups, des discussions de groupe avec elles, surtout pour nous sensibiliser à l'importance de tenir compte de traumatisme et de la violence des survivants qui ont subi et qui subissent et continuent à subir en raison de préjugés historiques et culturels afin de ne pas les revictimiser. Donc, ça a été énormément utile pour nous et nous avons changé et amendé et amélioré notre document d'orientation grâce à leur participation dans le processus et à tout ce qu'ils nous ont éclairé sur ces questions importantes dans un contexte qu'elles ont vécu. Donc, on avait beaucoup à apprendre. D'accord. Et très rapidement, dernière question. Que diriez-vous à ceux et celles qui hésitent encore à déposer plainte à votre bureau respectif? Ben, je dirais, n'hésitez pas. Comme il a dit Carl, nous sommes open for business, comme on dit. On est là pour vous servir. C'est sûr que le plus précis que vous pouvez être dans vos inquiétudes, vos préoccupations, le mieux qu'on va pouvoir vous aider. Profitez-en de nos formules en ligne qui sont très facilement accessibles. Posez-nous des questions. Nous avons des agents d'information qui travaillent à l'année longue. On a je pense, j'ai vu un nombre effrayant de demandes qu'on reçoit. L'année passée, on a répondu à 5500 appels téléphoniques
et plus de 8700 courriels. Donc, vous êtes en bonne compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là, on a des services et des agents d'information qui peuvent vous servir dans les 2 langues officielles. Donc, commencez par là et après, on va vous accompagner dans le processus de plainte advenant que ça va dans cette direction. Commissaire Carl Bouchard. Mon équipe, êtes-vous à l'aise de vous lever? Ne pas vous mettre sur la sellette, mais je vais le faire quand même. Ils sont sympathiques, ils sont là. Vous devriez aller les voir avant de vous en aller aujourd'hui pour être certain d'avoir partagé une expérience. On va vous contacter si vous avez des choses à nous dire. Donnez-nous un courriel, un numéro de téléphone, votre nom. Quelqu'un de l'équipe va vous contacter. Vous êtes ici, en sortant d'ici, vous devriez avoir partagé une expérience, chacune d'entre vous, si vous êtes à l'aise de le faire. C'est le bon moment, si vous ne voulez pas nécessairement aller en ligne ou attendre ce soir. Mais par-dessus tout ça, c'est vos droits, c'est à vous. Puis des droits qui ne sont pas utilisés, c'est des droits qui sont perdus. Et donc, c'est pour ça que je suis aussi passionné par la question de nos droits linguistiques. Moi, je veux parler français en Ontario. Je suis heureux d'être capable de parler dans les 2 langues, mais je ne suis pas prêt à compromettre ma capacité de parler français. Et donc, j'utilise mes droits au quotidien. Et je pense que chacune d'entre nous, on doit se questionner si on le fait et si on ne le fait pas, pourquoi. Et j'espère que le pourquoi, on va faire partie de cette solution-là. Ne vous sentez pas mal à l'aise d'exercer vos droits linguistiques. Ce sont des droits qui vous sont dus. Ce sont vos droits à vous. Et donc, pourquoi laisser tomber quelque chose pour lequel plusieurs personnes se sont battues, qui est maintenant si simple pour nous d'appliquer, qui commence par « Bonjour, je suis heureuse d'être ici, je suis heureux d'être ici. Est-ce qu'on peut continuer en français? » Et si la réponse c'est non, vous venez nous voir. Merci beaucoup. Merci à Mme Patricia Cossem et à M. Carl Bouchard de nous avoir éclairés sur nos droits. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Alors la discussion va continuer. Vous pouvez préparer vos questions. En attendant, j'ai quelques questions qui viennent de ceux qui nous suivent en ligne. J'en ai une que je vais lire maintenant et ensuite je passerai à vos questions. Donc, vous pouvez préparer vos questions si vous le souhaitez. Alors, la première question que j'ai, c'est « Je travaille pour une association qui représente des agences qui sont considérées comme des organismes gouvernementaux, tels que définis dans la loi sur les services en français. Quels sont les avantages concrets pour un organisme qui choisit de devenir un organisme désigné ?» Vous êtes chanceux, vous pouvez travailler avec moi. Je peux regarder après comment on peut améliorer l'offre de services en français. Et par-dessus tout ça, la désignation, c'est très important en Ontario. Pourquoi? Parce que ça apporte un gage de qualité sur l'offre de services en français. Ça sécurise l'offre de services en français et ça la stabilise. Ça va nous survivre. Et surtout, ça envoie un message à la communauté francophone qu'on est un point de contact sérieux, qu'on est un point de contact fiable pour la communauté francophone et ça vous amène des gens qui veulent travailler avec vous en français. Et évidemment, vous avez des obligations à rencontrer lorsque vous êtes désigné et c'est là où on peut travailler avec vous pour toujours voir comment on peut améliorer, rester pertinent, progresser ensemble dans l'amélioration des services en français. C'est un avantage qui est très, très important. Très bien, merci beaucoup. Alors moi, j'aurais une question. Donc ça s'adresse à vous deux. Concrètement, à quoi a-t-on droit quand on est français et francophone ici en Ontario? Des exemples concrets de droits aux accès aux services en français. Vas-y. Les droits sont larges. Je parlais tout à l'heure de services très spécifiques à la Régie des alcools chez Services Ontario. Je le faisais à la blague, mais plusieurs personnes vont avoir accès à ces services-là. Mais par-dessus tout ça,
Pensez aux élections quand vous allez voter en français. Pensez si vous avez un accident de travail. Pensez à des endroits où vous allez vous retrouver dans un hôpital, où vous allez vous allez poursuivre votre cheminement au poste secondaire. Pensez aux garderies. Pensez à des endroits qui offrent des services sociaux communautaires liés aux dépendances. Pensez aux soins de longue durée. Il y a une dizaine d'organismes de soins de longue durée qui sont désignés en vertu de la loi sur les services en français. Les droits vont dans plusieurs sphères de votre vie et donc vous devriez toujours, en dehors du secteur privé, être à l'aise de parler français. Je dis en dehors du secteur privé parce qu'en Ontario, à moins que le secteur privé soit une tierce partie, donc offre des services au nom du gouvernement de l'Ontario, le secteur privé n'est pas couvert par la loi sur les services en français. Et donc, vous devriez être à l'aise à l'extérieur du secteur privé de pouvoir parler français parce que les droits, ils couvrent beaucoup de vos, des secteurs de votre quotidien. Très intéressant. Madame Cossel? En fait, j'aimerais poser une question moi-même aux gens ici, aux gens en ligne. Comment on pourrait améliorer nos efforts, justement, d'accroître notre visibilité auprès des communautés francophones, d'aller rejoindre les franco-ontariennes et ontariens. Vraiment, c'est une grande question que je me pose. Et alors que je vois des gens de partout ici en ligne, et j'aimerais tellement ça que vous nous donnez des idées, des suggestions, des pistes pour qu'on puisse devenir plus pertinent et visible dans la communauté. Donc, c'est une question que je vous laisserai, puis j'espère que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. Oh, je vois beaucoup de oui. C'est excellent. Donc, j'ai hâte de vous entendre. Merci beaucoup. C'est une très belle transition parce que maintenant, nous allons passer aux questions du public. Est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, Estelle? Tu as un micro, madame. En fait, c'est... Quelque part? Non, c'est bon. En fait, c'est une question qui est un peu en lien avec votre question, mais qui découle sur notre question. Vous avez parlé tout à l'heure du partage d'informations entre les organismes, notamment dans un cas particulier qui était celui de la violence, par exemple, en milieu familial. Je pense que comme organisme francophone, c'est une question qu'on se pose souvent, parce qu'on est souvent amené à référer vers un de nos partenaires des individus qui ont besoin d'autres services, ou à devoir partager de l'information parce qu'on dessert la même clientèle. Donc je pense que c'est un domaine qui est très intéressant pour nous, les organismes qui desservons les francophones. Donc pour répondre à votre question sur comment mieux rejoindre, je pense que apporter de l'information et de l'appui pour nous aider à démêler ces questions-là, c'est définitivement un domaine où je pense qu'il y aurait beaucoup d'appréciation de la part des organismes. Et peut-être ma question, c'est avez-vous des conseils ou des ressources autour de ce sujet-là pour les organismes francophones qui essayent de mieux desservir leur clientèle? Très bonne question. Et oui, nous avons beaucoup de ressources sur le partage des renseignements, évidemment, qui sont disponibles dans les deux langues. Tout est traduit. On a nos ressources en anglais et en français sur notre site web. Et les principes juridiques qui sous-jacentes sont les mêmes, que ce soit des professionnels œuvrant dans des communautés anglophones, francophones. Alors, je vous invite à aller voir notre site web ou communiquer avec nous parce qu'on a justement beaucoup de ressources. Et c'est là où je crains que les gens ne savent pas. Et d'ailleurs, ils sont déjà disponibles en français et vous sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et nous demander justement ces ressources. On a des agents d'information qui font que ça à la journée longue, c'est de vous donner des pistes de réponses. D'autres questions? Oui. Rowana? Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence et pour la clarté de vos réponses. C'est très instructif. Moi, j'ai une petite question, même si vous avez pas mal abordé de sujets. Ma question, elle est plutôt pour justement les personnes qui sont, on va dire, vulnérables, les personnes arrivées récemment, les personnes, on va dire les étudiants internationaux, par exemple, ou
voilà, enfin les nouvellement arrivés, qui ont un petit peu cette intersectionnalité qui fait que parfois ils sont un petit peu pas confiants d'aller voir les institutions officielles, tout simplement parce qu'il y a une certaine crainte, une certaine peur, parfois leur statut, qu'ils soient demandeurs d'asile ou réfugiés, font qu'ils ne sont pas forcément à l'aise à venir juste demander des conseils justement pour défendre leurs droits ou avoir plus d'informations. Donc moi, ma question, elle est vraiment sur est-ce que vous êtes prêt à peut-être aller sur le terrain? C'est-à-dire que vous avez posé des questions sur comment être plus accessible, être plus visible. Je pense qu'il y a un moment où il faut aller aussi à la rencontre de ces organismes qui ont cette clientèle qui est vulnérable et peut-être faire de la sensibilisation, de la promotion sur le terrain pour aller vers ces personnes et pas attendre qu'elles viennent vers vous. Vous avez parlé beaucoup de proactivité et j'apprécie énormément, mais moi, travaillant justement dans la communauté francophone avec ces populations diverses et variées, je sais que aller vers des organisations officielles peut être intimidant, peut être confusant, si on peut dire comme ça, et je pense pour répondre à votre question, aller vers ces populations vulnérables qui ne savent pas, comme l'a dit Annette, qu'elles ont droit à ces services en français, qu'elles ont droit de faire des plaintes, serait une première approche aussi intéressante. Donc, aller vers ces organismes qui travaillent, par exemple, la maison d'hébergement francophone, le centre francophone, faire des cliniques mobiles peut-être sur la disponibilité des droits en français, enfin, aller vers les personnes plutôt qu'attendre qu'ils fassent une plainte serait une solution. Juste comme ça. Donc, c'est une question, mais en même temps, un peu de conseils. Merci beaucoup. Est-ce que je peux... Oui, vas-y, commence. Je pense que pour moi, c'est très, très important de connecter directement avec les gens dans leur environnement où ils se sentent à l'aise d'entendre l'information, de communiquer. C'est pour ça que je me promène beaucoup. Je suis allé un peu partout en Ontario rencontrer plusieurs organisations. J'arrive justement de la baie Georgienne où est-ce que je suis allé rencontrer une dizaine d'organisations avec la Clé de la baie et l'hôpital général de la baie Georgienne où est-ce que j'essaie toujours d'entendre les préoccupations des gens et puis de voir comment on peut davantage faire la promotion de nos services, rendre les gens à l'aise d'utiliser nos services. Dans mon équipe, plusieurs personnes ont passé par le processus d'être nouvellement arrivés en Ontario. Et pour nous, c'est important de rester sensible à ces réalités-là, ce que ça peut représenter une institution formelle ou qui semble être gouvernementale. Des fois, ça intimide les gens. Le terme plainte intimide les gens aussi. On m'a donné plusieurs opportunités de modifier mon vocabulaire que j'ai accueilli et qu'on nous demande de l'aide, qu'on partage une expérience, qu'on témoigne de notre vécu ou qu'on se plaigne, dépendant de ce qu'on veut envoyer comme message. Ça a toujours été important pour moi d'être le plus flexible possible, puis de rencontrer les gens, puis d'être attentif aussi à leurs préoccupations. Et donc, ce travail de terrain-là, pour moi, c'est un travail qui est continu. Il y en a énormément, comme le mentionnait la commissaire, des organisations en Ontario qui sont disparates sur notre territoire. On le sait, on parle souvent de travailler ensemble, de créer des liens, de se rapprocher. Ça transparaît dans le travail qu'on est appelé à faire aussi, puis ça nous amène à nous déplacer. Moi, j'en ai fait un objectif personnel, puis jusqu'à maintenant, lorsque j'ai fait 5 ou 6 tournées pour aller rencontrer le plus d'organismes possible, puis je rencontre annuellement des centaines d'organisations et des milliers de personnes directement pour entendre leurs préoccupations parce que je suis d'accord que c'est important d'aller à la rencontre des gens et de ne pas attendre passivement seulement que les gens viennent chez nous. Très rapidement, je dirais qu'on fait la même chose et on est ouvert aux invitations d'aller rencontrer les organismes, les communautés. On passe les invitations à chaque 2 lundis. On passe toute la liste et on essaye de distribuer notre personnel. On les envoie partout, soit en ligne ou physiquement. J'ai une équipe extraordinaire d'experts qui nous aident à justement aller rencontrer ces besoins. Donc, s'il vous plaît, profitez-en de cette opportunité
Et écrivez-nous en ligne, il y a un formulaire où vous pouvez faire vos demandes directement sur notre site web. Merci beaucoup. Merci à Mme Patricia Cossem et à M. Karl Bouchard de leur présence et de ce panel qui était très inspirant et très éclairant. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et je pense que le public aussi. Bon, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Alors, je vais lire mes remerciements qui vont être très très formels. Alors, un immense merci à vous, commissaire Cossem et commissaire Bouchard, pour vos réponses claires et enrichissantes. Vos échanges ont certainement permis de mieux comprendre les rôles de vos bureaux respectifs et la manière dont chacun et chacune peuvent faire valoir leurs droits. Donc, merci beaucoup. Je tiens également à remercier son honneur, l'honorable Édith Dumont, de sa présence inspirante ce matin. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci. Et finalement, merci à vous, à toutes et à tous. Merci aux personnes qui sont dans la salle aujourd'hui ce matin et aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent en ligne. Merci pour vos questions. Merci pour votre intérêt pour ces institutions qui jouent un rôle essentiel et crucial dans notre démocratie au Canada. Merci beaucoup. Donc, nous espérons que cette matinée a été très inspirante, très enrichissante pour vous, qu'elle vous a appris beaucoup de choses, qu'elle vous a aidé également à vous outiller et à vous aiguiller pour mieux comprendre leurs bureaux respectifs et la manière dont ils travaillent pour que vous puissiez vivre le fait français ici en Ontario. Merci beaucoup pour votre présence ce matin et à bientôt. Merci. Merci.